Saint-Martin, là où je me trouve. Et j'ai décidé, tant que je pourrais, de faire une série de vidéos assez courtes. Disons que je me donne 20 minutes par vidéo, dans lesquelles je vais essayer d'exprimer de façon simple certaines idées philosophiques de façon accessible. Donc là, les noms que vous pouvez voir sur le tableau, ce sont des libéraux, des libertariens dans le monde américain, mais aussi dans le monde français. Et je vais essayer d'illustrer de façon très simple le processus du mouvement et du développement de ce qu'on appelle l'esprit, au sens mental, mais aussi spirituel en un certain sens. L'esprit, c'est la substance invisible qui vit au sein de chaque être pensant et qui se transmet par le langage, par la parole et par l'échange d'idées, au sens courant du terme. Et donc, pour prendre le cas des libertariens, on va illustrer avec un tableau. Est-ce qu'on voit clair ? UPS, c'est en langage logique l'universel, le particulier, le singulier. L'universel, c'est ce qui s'applique partout, pour tous, tout le temps. Les particularités de l'universel, ce sont des limitations de l'universel. Exemple, en biologie, les sous-classes, les espèces, les races, les sous-espèces, etc. Du genre, le genre, les espèces, et le singulier, ce sont les individus. Ça s'applique à tout. Un livre de science, les équations, le livre qui parle des équations de l'électromagnétisme de Maxwell, par exemple. Voilà, c'est un exemple. L'universel, ce serait un livre sur un sujet particulier, et le livre en question, ce serait tel ouvrage singulier, etc. Et donc, pour illustrer cette détermination logique qui est universelle, qu'on retrouve partout, parce que c'est la façon dont est structuré le réel, je vais prendre l'exemple précisément de la pensée libertarienne et essayer d'illustrer ça dans le cadre des États-Unis, du monde anglo-saxon et de la France. Disons que l'universel, c'est un outil formel pour penser, que c'est le monde occidental, c'est-à-dire le monde peuplé majoritairement d'Européens, mais qui prend en compte les déterminations de la guerre froide, c'est-à-dire à l'ouest du rideau de fer, plus l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, donc Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, plus l'Europe occidentale, admettons. Il y a des problèmes, donc admettons que ce soit l'universel, et le cas particulier qui nous intéresse, c'est disons l'inutilité de certains boulots dans le secteur administratif. Donc on a des ouvrages comme celui de M. David Graeber, qui est un anarchiste communiste d'origine juive décédé aux États-Unis, Bullshit Jobs. Ce serait un livre singulier, et par la médiation de l'économie, du partage de l'information, etc., il a été traduit en français, et les gens peuvent l'acquérir éventuellement en français. Voilà, Les jobs à la con, un ouvrage révolutionnaire, un livre remarquable, etc., etc. Donc ça, c'est dans les pays développés, les bons livres
sont traduits, ou ne sont pas traduits, pour des raisons législatives, culturelles, etc. Mais en l'occurrence, celui-là a été traduit. Un autre exemple, Bureaucratie de Ludwig von Mises, c'est une version plutôt de droite radicale d'un point de vue économique, d'un point de vue strictement économique, qui aborde le même sujet. C'est un livre qui date de la fin des années 40, mais qui est toujours d'actualité, qui explique pourquoi les boulots bureaucratiques sont un problème pour les bureaucrates, pour la société, pour l'économie, pourquoi c'est inefficace, etc., etc. Et c'est le genre de livre qu'on trouve plutôt dans le monde anglo-saxon, où ils ont une tradition libérale ou libertarienne beaucoup plus importante que celle que l'on a en France. Voilà. Mais par la médiation d'Internet, les gens peuvent se procurer ce livre s'ils parlent anglais et avoir accès à la connaissance. Et les déterminations parasitaires et problématiques du métier de bureaucrate, on les retrouve dans tous les pays à toutes les époques, parce que ce sont des limites inhérentes, parce que le bureaucrate il a une vision parcellaire de la réalité, il est dans une structure systémique, il doit obéir à des ordres, c'est très formel, etc. Il n'a pas de liberté d'initiative, il n'est pas forcément compétent pour des raisons structurelles, etc. Ça, il y a tout un tas de raisons, mais ça s'applique partout, mais particulièrement dans le cas des sociétés de services post-industriels, post-modernes, etc. Donc ça vaut pour les États-Unis, mais pour la France et en fait pour tous les pays du monde, voilà. Mais surtout ceux qui ont développé une bureaucratie importante. Et un autre exemple, l'universel, ce serait les sociétés humaines ou les sociétés occidentales, à la limite, peu importe. Le particulier, ce serait l'État-providence, et le singulier, ce serait ce livre, écrit par Charles Murray, qui est un libertarien américain, qui dénonce l'aspect inefficace, inutile, problématique de l'État-providence, d'un point de vue américain, avec la culture américaine en termes d'économie, de vision politique, etc., mais qui explique pourquoi, en prenant de façon contrainte l'argent à ceux qui payent des impôts pour le redistribuer à ceux qui sont en difficulté, ça part d'une bonne intention et c'est vendu comme une idéologie du bien, de la générosité, etc. Mais en fait, ça produit l'effet inverse parce que ça encourage la dépendance, c'est un moyen de manipulation politique, c'est un moyen de contrôler les masses qui sont dépendantes justement de l'État-providence, c'est un moyen d'augmenter la bureaucratie, de rendre les gens de moins en moins autonomes, c'est un moyen de briser la cellule familiale parce que ça encourage les mères célibataires à devenir dépendantes de l'État, donc ça peut contribuer à briser les mariages, la stabilité, etc. C'est un moyen d'acheter indirectement le vote d'une partie de la population, etc. Donc il y a tout un tas de problèmes. C'est inefficace pour des raisons structurelles parce que c'est basé sur un modèle socialiste, etc. Donc c'est un livre singulier, mais en fait, ici c'est la particularité de la culture américaine et du monde anglo-saxon, mais en fait ces vérités économiques, politiques, sociales et psychologiques, elles sont valables partout où il y a de l'État-providence. Si la mesure n'est pas adéquate, ça crée des effets négatifs. Voilà. Et ce genre de livre n'est pas traduit rarement en français parce que en France, il y a une tradition de l'État-providence et qui crée beaucoup de dysfonctionnements, pour rester modéré. Et on va prendre un autre exemple, toujours l'universel, les sociétés occidentales, la particularité du système éducatif, ici des livres singuliers venus des États-Unis nous abrutir ou nous rendre stupides, c'est une façon de traduire, dumbing us down, nous rendre moins intelligents si on veut. La révolution scolaire de Ron Paul, qui est un libertarien. Les libertariens, ce sont les méchants d'un point de vue français parce qu'ils veulent limiter l'État, limiter les taxes, augmenter l'autonomie, etc. Real Education de Charles Murray, 4 vérités simples pour ramener les écoles américaines à la réalité. Ça, ce sont des livres singuliers qui parlent du sujet particulier du système éducatif dans les sociétés universelles, et il y a d'autres livres singuliers, ou alors le particulier, ça pourrait être la société américaine, et une autre particularité, ce serait la société française. On a les mêmes livres en France, ce ne sont pas les mêmes, mais ils sont influencés par la culture française, qui est faite anthropologiquement, l'origine ethno-culturelle des individus, mais aussi le langage, l'esprit du temps, les lois, la façon de penser, etc. Mais ce sont en gros les mêmes livres qui parlent des problèmes du système éducatif, mais dans un contexte différent. Mais l'universel, c'est soit les problèmes de la société occidentale, soit les problèmes du système éducatif
soit les problèmes du socialisme, ou etc. etc. C'est juste pour illustrer. Voilà. Et donc, on va commenter brièvement le livre de Charles Murray. Charles Murray, c'est un libertarien américain qui est pour la liberté, le développement des sciences, l'autonomie, etc. Voici ce que dit, de façon très simple, le verso du livre. Les facultés, le talent des étudiants et des enfants diffèrent, ils n'ont pas la même capacité à apprendre, mais le système américain ignore cela. En fait, c'est valable pour tous les systèmes éducatifs occidentaux, c'est-à-dire on postule un égalitarisme abstrait des étudiants, des jeunes enfants, des adolescents, des étudiants. On dit ils sont tous égaux au nom de beaux principes, mais en fait, dans les faits, dans la réalité, les facultés sont diverses, c'est-à-dire qu'il y a une distribution des talents et de l'intelligence qui suit une distribution cognitive en cloche, si on veut, c'est ce qu'on appelle la courbe en cloche, et qu'en gros, la moitié de la population est moins intelligente que la moyenne, et la moitié est plus intelligente, c'est la définition d'une moyenne ou d'une médiane, plutôt, et plus on va dans les extrêmes, plus la quantité diminue. Là, admettons que ce soit 5%, là, disons, c'est 25, 20, voilà, donc on a 25, 20, 5, et pareil de l'autre côté, ça fait 50%. Et donc il y a beaucoup de gens au milieu qui sont médiocres sans que ce soit de façon négative, c'est juste médiocre, c'est dans la moyenne, au sens large, pas au sens mathématique rigoureux, mais dans le milieu, et 20% qui sont plutôt au-dessus de la moyenne en termes d'intelligence, de compétences, etc., 20% qui sont en dessous, et dans les extrêmes, 5% très limités, ou très talentueux, très intelligents, ou... voilà, c'est un exemple. Donc ça, c'est une première vérité, et ça, cette vérité de bon sens, mais qui peut être exprimée de façon formelle et de façon mathématisée, elle est ignorée par le système éducatif au nom d'un égalitarisme abstrait qui veut nous faire croire que, potentiellement, tout le monde peut devenir Newton, ou Goethe, ou Shakespeare, ou Montaigne, le nouveau Montaigne, comme dirait monsieur Francis Huster. Oui, donc la moitié des enfants sont, par définition, en deçà de la moyenne, ce qui semble évident, c'est la définition même, enfin c'est plutôt la médiane, mais bon, la moitié par définition c'est en dessous de la médiane. Trop d'individus vont à l'université. Alors le système américain c'est un système en partie privé, donc ce sont les gens qui doivent financer par des emprunts, des dettes, etc. pour payer leurs études, etc., etc. Mais il y en a beaucoup trop qui y vont parce que, en gros, traduit en langage français, il y a trop de gens qui ont le bac, donc ils pensent qu'ils sont super intelligents, donc ils vont à l'université pour apprendre du baratin sociologique, généralement sur la théorie du genre, le colonialisme, la culpabilité blanche, ce genre de choses, bref. Il y a des raisons historiques qui expliquent pourquoi c'est le contenu de beaucoup de cours universitaires de sociologie, de psychologie, etc. Mais en gros, il y a beaucoup trop de gens qui vont à l'université pour apprendre des connaissances inutiles, s'endetter éventuellement, perdre leurs jeunes années, ne pas fonder de famille. Les femmes vont à l'université, donc elles ne font pas d'enfants dans les années où elles sont les plus fertiles, donc ça fait diminuer les naissances, la démographie, donc il faut remplacer le manque de naissances, etc., par une immigration, etc. Donc tout est interconnecté à ce niveau-là. C'est un moyen de façonner l'esprit de la jeunesse en leur inculquant des idées parfois étranges. Et aussi, il nous explique, le futur de l'Amérique dépend de notre capacité à éduquer ceux qui ont du talent d'un point de vue académique, c'est-à-dire ceux qui ont le potentiel pour être performants au niveau académique, c'est-à-dire que en fait, dans une distribution du QI, ce serait les gens un QI supérieur à 110, à 115 et même au-delà, c'est les gens qui vraiment ont le potentiel intellectuel pour devenir l'élite intellectuelle de la nation. Mais quand on veut éduquer tout le monde au niveau universitaire, vu que la moyenne dans un pays européen, anthropologiquement, c'est à peu près 100, forcément ça veut dire que des gens relativement moins intelligents vont à l'université et qu'ils n'ont pas les compétences pour faire ce qu'on attend d'eux d'un point de vue élitiste dans le bon sens du terme. Voilà.
Et ce genre de livre, c'est juste une illustration. Ok, ça fait 15 minutes, je peux encore faire brièvement des commentaires. C'est juste une illustration qui montre un processus de partage de la connaissance. C'est-à-dire que Monsieur Charles Murray, il pense sûrement qu'il écrit son livre pour les Américains, et en un certain sens il le fait, parce qu'il se vend beaucoup mieux dans la société américaine que dans les autres sociétés, mais c'est le genre de connaissance qui est rendu accessible en temps réel pour qui a les loisirs, l'argent, la volonté, l'intérêt de s'enquérir du développement de la connaissance, et donc les solutions, le diagnostic des problèmes qu'il propose et les solutions qu'il offre, elles sont accessibles à tout le monde, c'est-à-dire non seulement en Europe continentale, mais aussi en Asie, en Afrique, partout, en Amérique du Sud, partout. Quiconque sait lire l'anglais et sait comprendre un raisonnement et une démonstration appuyée statistiquement, etc., peut appliquer la recette miracle, je ne sais pas, mais les solutions proposées, si le diagnostic confirme les problèmes identifiés dans son propre pays, et agir pour le meilleur. Et si ça se transmet, les autres vont dire « mais eux, ils ont adopté une nouvelle méthode, nous, on va faire pareil », et tout le monde va être entré dans une sorte de compétition, une émulation réciproque pour essayer d'améliorer l'intelligence de leur population par l'éducation. Il y a d'autres moyens, par la sélection génétique, mais bon, on n'est pas encore là. Et justement, pendant allez, on va encore prendre 3 minutes. Un autre livre de M. Charles Murray, libertarien américain, tout à fait modéré, qui parle de la corrélation entre les revenus, les inégalités de revenus qui sont constatées empiriquement, les riches, les pauvres, les classes moyennes, les classes supérieures, les classes populaires, etc., et le quotient intellectuel. Aux États-Unis, c'est monnaie courante, j'allais dire, non, pas toujours, mais on peut discuter tranquillement de la relation entre l'intelligence de la population et l'impact socio-économique sur la vie socio-économique. Et en France, pour des raisons morales principalement, de la régression intellectuelle de ce pays, très bien documenté par M. Nemo, qui est un libertarien influencé par l'esprit américain dans le meilleur sens du terme, c'est des sujets dont on évoque très peu l'existence, dont on parle très peu, et des livres comme The Bell Curve, qui sont un livre de sciences sociales tout à fait modéré, qui explique simplement la structure cognitive et socio-économique de la société américaine. Donc c'est un cas singulier. Dans le cas particulier des sciences sociales, l'universel, ce serait la sociobiologie, c'est-à-dire la sociologie qui inclut les découvertes de la génétique pour expliquer les phénomènes. The Bell Curve, c'est un livre qui a fait polémique aux États-Unis il y a quelques décennies, il y a presque plus de 25 ans, c'était en 1994 officiellement. C'est le genre de livre qui n'est pas traduit en français, ou très peu. Pourtant, il offre un pouvoir explicatif qui permet de comprendre pourquoi il y a des inégalités, d'où elles viennent, comment est structurée une société, etc., etc. Et ce sont le genre de sujets qu'on n'évoque pas en France et qui pourtant permettent d'éclairer, de mettre en lumière les problèmes, les inégalités, etc. Parce que si on part de prémices fausses dans un raisonnement, c'est-à-dire que si on dit il y a des inégalités parce que les riches volent le travail des pauvres, parce que les patrons sont des exploiteurs et ils sont méchants, ce qui est, je caricature, mais le langage de la population française manipulée par les syndicats, etc., pour expliquer les inégalités, alors qu'en fait, non, il y a évidemment des patrons qui oppressent leurs salariés, mais aussi, surtout, il y a une inégalité inhérente à la nature humaine, aux différents groupes humains et au sein même des groupes, et avec une distribution différente de l'intelligence, les résultats, s'ils sont liés à la capacité à anticiper, à prévoir, à penser, à avoir des compétences multiples, etc., si le potentiel intellectuel est différent chez tous les humains au sein des différents groupes, forcément le résultat, s'il est lié en partie au potentiel intellectuel, il se reflètera et répercutera au sein de la société et des conséquences socio-économiques. Donc ça permet de mettre en lumière, de comprendre les inégalités en partie. Il n'y a pas que ça, mais ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je fais une vidéo courte. Je vais continuer à faire des vidéos entre 15 et 20 minutes sur divers sujets pour expliquer simplement le processus à l'œuvre. Voilà.